Grand maître, great master, Why not? dignitaires qui illuminez l'Orient, mes très chers frères, mes très chères sœurs, conseillers de l'ordre du Grand Orient, mesdames, messieurs et pour beaucoup, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Il ne faut pas toujours se fier aux titres, fût-ce ceux d'un immense écrivain. Giono a écrit « Le désastre de Pavie ». Nous, ici, pensons plutôt que s'il y a Pavie, il s'agit plutôt d'un astre dans nos cieux maçonniques et nos temples de lumière. Xavier Pavie est professeur et il a un CV aussi long que le bras d'Elastoc et aussi musclé que les bras d'Arnold Schwarzenegger. Professeur à l'ESSEC, à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut de recherche philosophique à l'Université de Nantes, à Singapour, à Kaunas en Lituanie, à Louviers, à Genève, enfin à la Trove, aux antipodes australiennes, Xavier est un Erasme moderne et donc nul mieux que lui ne pouvait nous parler de l'humanisme intégral. Un humanisme non éthéré, puisque Xavier a travaillé avec Nestlé, Unilever et, oui, on reconnaît là l'universel tropisme enseignant pour les vacances en bande organisée, le Club Méditerranée. Le cœur du travail de Xavier, c'est cette conjugaison audacieuse de l'imagination, de l'innovation, de la philosophie et du management. Une sorte de carré magique. Et il a appliqué son travail, humaniste cosmopolite, au Cambodge, pour un sourire d'enfant, en Malaisie, au service de la dignité, en Inde, dans cette cité si symbolique d'Auroville. Xavier a créé le centre Imagination et dirige des programmes au Collège international de philosophie. Tout ceci exige patience, équanimité, constance et exercice, et presque ubiquité. Justement, l'essentiel de son œuvre est consacré, tel un nouvel Ignace de Loyola, aux exercices spirituels. Et comment s'en étonner lorsqu'on sait que son prénom, Xavier, est bien sûr d'origine basque, basque de Basse-Navarre, de Jaxou, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui ouvre le chemin de Compostelle. Xavier, c'est Etcheverry, la Maison Neuve, ce château bordant l'Aragon, qui fut la demeure donc de Saint François Xavier, disciple et compagnon d'Ignace de Loyola, autre basque cosmopolite dont on peut toujours discuter l'humanisme, plus proche celui-ci de son lointain successeur Jacques Maritain. De cette œuvre prométhéenne, tout est à retenir, mais nous nous bornerons à tracer ces chemins de papier. C'est d'abord le choix d'exister qui conduit à l'apprentissage de soi, qui donne le goût d'imaginer sa vie, de prendre l'imagination comme un mode de vie, une innovation responsable que l'on exerce justement grâce à des exercices spirituels, sans jamais perdre le sens de notre insignifiance, puisque la vie est un théâtre. Avant de te donner la parole, cher Xavier, permets-moi, c'est pour moi un devoir, de conclure en disant quelques vers des poètes catalans. Si nous sommes, c'est parce que nous sommes là. En tant que nous sommes là, écrit Père Jim Ferré. Et Carlos Duarte lui répond « Réjouis-toi des fruits, des lèvres qui accueillent ton baiser, de la mer inatteignable, du Dieu indéchiffrable. Instaure dans ton regard l'écho bleu de l'infini. C'est infini que tu vas nous permettre d'entrevoir, cher Xavier. » Parfait, merci beaucoup et merci de cette invitation à intervenir sur ce sujet. Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle un humanisme intégral ? Je vais essayer de répondre à cette question qui ne semble d'ailleurs pas franchement en être une. J'y viendrai un peu plus tard, parce qu'elle semble, peut-on le dire ainsi, un peu présomptueuse. Je vais expliquer en détail le propos. J'espère être suffisamment clair et suffisamment didactique, pédagogique également, pour essayer d'avancer tous ensemble ce soir, de travailler ensemble à cette question. Cette question, effectivement, un peu présomptueuse, si je peux me permettre, car derrière elle, il y a une affirmation qui fait que la franc-maçonnerie serait un humanisme intégral. Je répète la question, pourquoi la franc-maçonnerie est-elle un humanisme intégral ? On ne nous demande pas tellement le choix si oui ou non pourrait en être un, ça semble l'être. Évidemment, ça va dépendre de ce que l'on entend par humanisme intégral. Et peut-être que paradoxalement, le point le plus déterminant ici, c'est justement cette notion d'intégral. Je vais donc essayer de m'attarder sur cette notion-là, essayer de l'expliquer à partir de mes travaux,
Et cette notion ne sera pas évidemment sans avant tout définir cette notion d'humanisme, qu'on soit à peu près, non pas forcément d'accord, mais que nous puissions avoir quelques bases communes sur cette notion. Donc je vais m'y attarder dans un premier temps. En cela, nous pourrons voir ensuite si c'est effectivement utile, intéressant, si c'est une sorte de vérité, ou en tout cas porter une première pierre à l'édifice de la vérité à travers cette question. Deux voies peuvent nous intéresser pour définir l'humanisme. Encore une fois, plutôt pour l'évacuer, en tout cas en être sûr, et puis ensuite m'intéresser plus particulièrement à la notion d'intégrale. La première manière de cette définition classique, à partir bien sûr de son latin humanitas, qui souligne l'articulation de homo, qui signifie, vous le savez, homme, et l'isme. L'isme, ça correspond toujours à une attitude, à un comportement. C'est ainsi que l'on dessinerait par ce terme une sorte de comportement de l'homme. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on peut le lire de manière traditionnelle, un peu de manière presque, je dirais, définitionnelle, dans le trésor de la langue française, qui nous dit que, je le cite ici, le TLF, attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. C'est donc un comportement, l'humanisme, qui érige avant tout la liberté d'être ce que nous sommes. Ce point est important, j'y reviendrai plus tard, mais c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est être la liberté de ce que nous sommes. Une deuxième manière pour terminer cette définition de l'humanisme. Et pour cela, je m'appuierai sur Saint-Exupéry pour une raison bien particulière, c'est qu'il va être un des rares, un des seuls à essayer de parler d'humanisme et de définir, et justement en intégrant le terme intégral. Je le cite ici. Humanisme, c'est dans Pilote de guerre. Humanisme athée, classique, existentialiste, intégral, métaphysique, marxiste, moderne. L'humanisme s'est donné pour mission exclusive d'éclairer et de perpétuer la primauté de l'homme sur l'individu. L'humanisme a prêché l'homme. On est avec Saint-Exupéry ici. On retrouve les définitions un peu classiques que l'on a citées justement tout à l'heure. Toutefois, Saint-Exupéry ici va ajouter deux perspectives. Une perspective politique, il va parler de marxisme, et une perspective de conviction, l'athéisme. Cela est intéressant, et même on pourrait dire clé, car cela interroge sur ce qui peut être l'humanisme, à savoir qu'il y a une sorte de fondement immuable, une base, c'est ce pourquoi tout à l'heure je parlais de la base commune que nous pourrions essayer de travailler ce soir, sur laquelle cependant peuvent venir s'agréger des perspectives, des convictions qui peuvent être individuelles et qui ne vont pas forcément diminuer les premières. Cette notion d'intégrale, plus complexe pourrait-on dire. Intégrale, je le dis de manière simple pour commencer, c'est ce qui est entier. Intégral, c'est ce qui est sans restriction, qui est non plus sans diminution. Autrement dit, le caractère de ce qui est intégral, c'est ce qui n'admet aucune restriction et également aucune compromission. C'est ce pourquoi, dans les définitions que j'ai données, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de diminution de la première définition, il peut y avoir un ajout peut-être. Pour comprendre l'usage de cette question de l'intégrale, je vais commencer, je vais essayer de regarder, plus exactement de jauger en quoi on pourrait parler de cette notion d'intégrale, et d'ailleurs ça va nous servir pour voir si effectivement la franc-maçonnerie pourrait revêtir cette proposition, sans savoir évidemment si nous sommes toujours les mieux placés pour répondre à ces questions. Sans me risquer au hasard, je vais donc convoquer deux axes. Le premier axe, qui est, je n'ai pas la prétention de les connaître, je travaille en effet, comme il a été rappelé dans l'introduction, depuis une vingtaine d'années sur le sujet des exercices spirituels philosophiques, qui m'ont conduit à publier de nombreux ouvrages sur le sujet, et qui articulent d'un côté l'Antiquité, d'un autre côté le monde contemporain. Le deuxième axe est un petit peu différent, c'est à propos d'une expérience que j'ai pu vivre de la même manière, ainsi que cela a été répété, raconté dans l'introduction. Les exercices spirituels philosophiques, est-ce une démonstration de l'intégrale dans la philosophie ? Cette question, donc, que je travaille depuis de nombreuses années, presque une trentaine d'années, est fondée sur
deux éléments importants, un exercice spirituel. Je me réfère aux travaux de Pierre Hadot, qui a commencé à travailler sur ces éléments-là dans les années 70 à peu près, en qualifiant exercice spirituel selon deux approches. Un, exercitium, qui signifie tout simplement l'entraînement. On pourrait le voir avec un terme grec, mélété, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ce soir, mais cette notion d'exercice est une notion d'entraînement. Qu'est-ce que l'on entraîne? On entraîne spiritualitas spiritualitus, qui va signifier l'esprit, qui signifie également le vent, qui signifie également le souffle, qui signifie donc aucune relation avec Dieu. Il y a simplement dans exercice spirituel le travail de l'esprit. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de travail de l'esprit envers Dieu? Si, bien sûr. Mais est-ce à dire qu'il peut y avoir un travail de l'esprit hors Dieu? Oui, bien sûr, de la même manière. Autrement dit, c'est ainsi que les Grecs vont travailler cette notion d'exercice spirituel, plus particulièrement en s'approchant de deux espaces fondamentaux, la théoria et la praxis. L'exercice spirituel ne peut pas être donné, fait, d'un point de vue du discours uniquement ou de la théorie. Il y a forcément l'autre penchant, on pourrait dire l'avers et le revers d'une même pièce, qui est la notion de praxis. L'un et l'autre se répondent, théoria et praxis. Trois écoles fondamentales sont à retenir pour ça. Il y a les écoles stoïciennes, les écoles épicuriennes et les écoles cyniques. Les stoïciens vont être dans une pratique de leur esprit, donc de leur exercice spirituel, à propos de plusieurs axes, plusieurs exercices spirituels. Je vais en citer évidemment pas un grand nombre, simplement deux les concernant. La notion importante de se préparer, ce qu'on appelle la parasque. Pour les épicuriens, pour les stoïciens, c'est très important. Je cite ici une rapide phrase d'Épictète. Philosopher, qu'est-ce? N'est-ce pas préparé à tous les événements? N'est-ce pas être préparé à tous les événements? Philosopher est le propos des stoïciens en essayant de se préparer par rapport à ce qui peut advenir. On peut prendre plusieurs exemples. Les stoïciens, l'exemple plus simple, c'est celui de la mort, par exemple. Ça peut être celui de la maladie, celui de la perte, celui de l'absence. Celui de la mort est important. Il s'agit de la fréquenter chaque jour pour les stoïciens parce qu'en l'ayant devant les yeux, on finit par s'en habituer. Et donc, on s'en prépare. C'est un exercice spirituel. Il y a un autre exercice spirituel déterminant que tout le monde connaît. Je le cite justement parce qu'il permet de catégoriser, il permet de classifier, de voir à quel endroit il se trouve. Épictète, de nouveau, première phrase de son manuel. Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veux que les événements soient comme ils sont et tu seras dans la sérénité. Cette phrase est beaucoup plus connue avec « il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas ». À l'évidence, tout le monde peut trouver de manière très facile, très simple cette phrase. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas. Mais lorsque vous avez Marc Aurèle qui pense à ses enfants qui décèdent, c'est ce à quoi il pense. Quand en bataille, il y a des personnes auxquelles il tue et auxquelles il se fait tuer dans les différentes batailles, vous savez que c'est avant tout un empereur par son père adoptif, eh bien, il va être dans une démarche où, en effet, il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui n'en dépendent pas, y compris la mort de mes propres enfants. Et là, c'est autre chose que de se dire, il ne dépend pas de moi ou il dépend de moi qu'il pleuve lorsque je pars en vacances. Cette dimension-là est fondamentale et très facile à comprendre. La difficulté est la partie praxis. Et donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en disant que théoria et praxis se répondent en permanence. Autrement dit, on ne peut pas aller l'un sans l'autre. Comment je vais mettre en place quelque chose qui est, il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui n'en dépendent pas. C'est une première école. Une seconde école qui est importante, c'est les épicuriens. La vie est fondée pour les épicuriens, Épicure en particulier, sur la notion d'ataraxie. La notion d'ataraxie est importante à comprendre, je la traduis telle quelle, c'est l'évitement des déplaisirs. Évidemment, mais vous le savez probablement, mais je me permets ce rappel, les épicuriens n'ont rien à voir avec le fait de bien manger, bien boire et profiter de la vie. Absolument rien. Rappelons toujours ce que mangeait Épicure, un peu de pain, un peu d'eau, un peu de fromage. Rien d'autre. Un peu de fruits parfois, pas plus. Ce qui signifie qu'à l'évidence, cette notion importante, permettez-moi cette blague, si vous voyez un restaurant épicurien, n'y allez jamais. Parce que, évidemment, si c'est un peu de pain, un peu d'eau, ça ne va pas être forcément tellement bien comme soirée. Épicure fonde le plaisir sur l'évitement des déplaisirs. Vous me suivez bien, l'évitement des déplaisirs, c'est tout simplement que si justement je ne vais pas dans un restaurant gastronomique ou si justement je ne vais pas abuser de bonne chère,
eh bien je ne vais pas être malade le lendemain, tout simplement. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement simple. L'exercice spirituel épicurien est facile à comprendre. Le fait de se dire, dans notre vie de tous les jours, le manger de la viande ne sert à rien. Prendre l'avion pour se promener en vacances n'est pas non plus nécessaire. Essayer d'avoir une gloire n'est pas non plus quelque chose d'important. Pourquoi il le qualifie de cette manière-là? Parce que pour lui, il y a la tripartition des désirs. La tripartition des désirs, il y a des besoins naturels et nécessaires. Manger, boire, c'est un besoin naturel et c'est nécessaire pour survivre. À cela, on met en perspective les besoins naturels mais non nécessaires. Il prend l'exemple de la relation sexuelle. Vous le comprenez, il n'a pas lu Freud encore. Il y a une dimension importante qui va être de dire c'est un besoin naturel mais ce n'est pas nécessaire pour la survie. Ça n'est pas moins vrai si vous prenez un restaurant étoilé dans lequel c'est naturel d'avoir envie de manger, ce n'est pas naturel que ce soit forcément restaurant gastronomique. La troisième partie, la tripartition des désirs, des besoins non naturels, non nécessaires. La gloire, l'argent, tout ce qui est complètement futile. Cette dimension-là font qu'on comprend avec Épicure cette notion importante de mode de vie. Et quand on appelle la philosophie comme mode de vie, c'est exactement ça. L'articulation entre je comprends ce que me disent les maîtres, je comprends à quel endroit je dois aller, comment je vais mettre ça en place dans ma vie. Extrêmement simple à comprendre. Troisième école, les cyniques. Les cyniques, très connus évidemment avec Diogène, eh bien, l'enjeu pour eux, c'est réussir à se suffire à soi-même. Se suffire à soi-même, pour cela, on doit se conformer à deux ordres. L'ordre divin, les dieux ne nous demandent rien, ils vivent leur vie. L'ordre animal, les animaux ont très peu de besoins et tout ce qui est superflu sont des plaisirs qui sont toujours éphémères. Autrement dit, se suffire à soi-même, c'est réussir à fonder sa vie à partir de ce qui m'est accessible, mais certainement pas dépendre des autres. Ces trois écoles vont permettre, une fois que l'on acquiert les savoirs, et ça se passe au portique des stoïciens, ça se passe au jardin d'Épicure, ça se passe de manière extrêmement concrète, on va avoir ce que l'on appelle la conversion. La conversion au sens propre du terme, c'est la conversion au sens de se retourner, être retourné par le fait de choisir une voie vers laquelle aller. On va pratiquer ces exercices spirituels qui vont être la lecture des maîtres, savoir s'imprégner d'un texte, l'écriture en correspondance. Je peux penser à Plutarque, par exemple, qui avait beaucoup écrit et qui envoyait ses pensées à ses disciples. Le dialogue avec soi-même par rapport à autrui. Un exemple très connu est évidemment celui de Socrate, qui ne cherche jamais à convaincre les autres, mais à avoir raison ensemble. L'ascèse physique, la diététique d'Épicure, mais également l'ascèse qui peut être pas simplement diététique, mais l'ascèse physique, l'ascèse corporelle, que l'on peut lire par exemple chez Platon. Enfin, l'examen de conscience est aussi un exercice spirituel. Je rappelle qu'Antiphon pratiquait déjà une sorte de psychanalyse en allongeant les patients qui venaient le voir, en réclamant de l'argent lorsqu'ils racontaient leurs rêves également. Ici, vous voyez qu'on ne peut pas être dissocié dans cette notion d'intégrale. C'est-à-dire que la théoria et la praxis est forcément liée d'un point de vue intégral. Et cette dimension-là est fondamentale. C'est-à-dire que l'ensemble des discours, l'ensemble des textes, l'ensemble des acquis doit forcément se retrouver dans la praxis. Et à ce titre-là, la question de la philosophie contemporaine est évidemment toujours questionnée. À quoi ça sert la philosophie? Mais effectivement, ça peut servir ou pas. L'intérêt est de se dire, est-ce que oui ou non, je le mets en praxis, je le mets en pratique? Eh bien, cette intégrale que j'essaie de définir avec vous est justement à l'articulation entre ce que j'ai appris et ce que je mets en œuvre. Un autre axe qui est intéressant à regarder dans la notion d'intégrale, je vais le faire à partir d'une expérience, ou plus exactement quelque chose que j'ai évidemment creusé d'un point de vue un peu plus académique, mais qui reste néanmoins à partir d'une expérience. Très détaillée, mes travaux s'intéressent aux exercices spirituels antiques, mais dans la philosophie contemporaine. Autrement dit, pour le dire simplement, les trois écoles que je viens de vous présenter brièvement, je regarde dans quelle mesure elles peuvent exister globalement à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Ça peut être après les Lumières, je pense à Rousseau, je pense à Kant et les autres, mais également de manière encore plus prégnante à partir des philosophes américains du type Emerson, du type Thoreau, et ensuite près de Wittgenstein par exemple, ou Stanley Cavell. Tout ça, c'est globalement la réception des exercices spirituels. Comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, dans notre monde, récupérer
comprendre et puis parachever ces exercices spirituels. Toutefois, je fais un écart par rapport à eux pour regarder une initiative concrète, parce que c'est la première fois où j'ai entendu parler de la notion d'intégrale comme mode de vie. Et c'est ce pourquoi je me permets pour cette conférence ici de l'intégrer. Vous l'avez rappelé dans l'introduction, j'ai travaillé et je me suis rendu à partir de cette petite communauté en Inde en 1968 qui a été créée en 1968 à Auroville, donc à peu près à 20 minutes de Pondichéry. Il faut avoir en tête, je ne vais pas ici détailler la communauté, mais c'est une communauté qui existe toujours, bien sûr, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de propriété, qui est fondée sur l'économie collaborative, économie circulaire, tournée vers l'éducation, tournée vers le développement de l'homme d'une manière générale. Si je la souligne ce soir, cette communauté, c'est parce que j'ai cherché justement à essayer d'ancrer de manière concrète cette notion d'intégrale, de théoria et de praxis en donnant un exemple qui peut exister. On pourrait en avoir plusieurs, mais je m'arrête sur celui-ci parce que c'est la première fois que j'entends à ce moment-là parler de spiritualité intégrale et à travers ce que l'on appelle, il faut l'entendre avec la définition hindoue, qui est la notion de yoga intégral. Et la notion de yoga intégral, elle est importante parce que elle ne considère pas du tout, donc c'est pas facile comme exercice, mais pas du tout avoir en tête ni les postures, ni la respiration, tout ce que dans notre monde contemporain on entend par yoga. Ça n'a strictement rien à voir ici. Ici, c'est une philosophie qui est basée sur à la fois Sri Aurobindo et à la fois ce qu'on appelle la mère, Mira Alfassa, qui sont les deux fondateurs d'Auroville. Et il va y avoir ici quelque chose d'important qui n'est pas du tout, donc encore une fois, je le répète pour être sûr d'être compris, aucune posture, aucun exercice de respiration. L'idée dans le yoga intégral est que tout conscient de la vie ou subconscient est un yoga. Ça signifie ici un effort méthodique pour se perfectionner. Un effort méthodique pour se perfectionner. Ça n'est pas très différent de ce que les Grecs déjà pouvaient nous dire. Le yoga intégral va être psychologique, une réflexion interne, une auto-analyse, avec un élément important qui est la correction, la transformation et l'amélioration de soi. Pour Aurobindo, ce yoga présentait un troisième chemin en tant qu'alternative à l'ascétisme pur, ce que l'on pourrait voir par exemple chez les gymnosophistes en Inde, et puis au matérialisme, évidemment. La notion d'intégrale serait, avec les exercices spirituels et ce type de yoga d'Aurobindo, une attitude pleine et entière de l'existence tournée vers l'amélioration de soi, la sagesse, comme les appellent les philosophes, ou le perfectionnement pour Aurobindo. J'en arrive à ma dernière partie. Est-ce qu'à partir de ces propositions, on pourrait dire qu'il y a un humanisme intégral dans la franc-maçonnerie ? Ce qu'est être intégral par la philosophie, ou par exemple avec le yoga intégral, dans quelle mesure il y a un humanisme intégral ici ? Et je maintiens que la question est peut-être un peu, encore une fois, présomptueuse, puisqu'il s'agirait peut-être de se demander en quoi la maçonnerie peut être un humanisme intégral. Même si c'est peut-être encore quelque chose d'un peu vague, un peu lâche, il serait peut-être plus approprié de se demander en quoi un franc-maçon, et non la franc-maçonnerie, peut faire preuve d'un humanisme intégral. Et pour cela, je prolonge l'exercice en allant un cran plus loin. Permettez cette audace, si je puis dire, en m'interrogeant, en disant, mais s'il y a un discours, si on comprend ces textes, si on comprend ces éléments-là, en quoi il pourrait y avoir une praxis ? 5 points. Ce qui pourrait être un humanisme intégral, ce qui pourrait être un franc-maçon intégral dans l'humanisme, c'est premièrement l'articulation théoria et praxis, comme dans l'Antiquité. Discours, certes, mais pas sans mode de vie. En quoi les discours qui peuvent être tenus par la maçonnerie, par les francs-maçons, sont-ils également des éléments qui conditionnent leur mode de vie ? Et ça, tout un chacun ne peut que répondre seul. Deuxième élément, c'est faire sienne la philosophie existentialiste. Autrement dit, que l'existence précède l'essence. Comme Socrate, quand on lui répond, quand on lui demande à Socrate, comment peux-tu définir la philosophie ? Il répond, je ne la définis que par mes actes. Pourquoi c'est important ? Parce que, in fine, ce qui est fondamental, c'est comment nous vivons.
Autrement dit, vous savez qu'il existe des expressions du type « un maçon sans tablier » par exemple. Eh bien, cette expression signifie que quelqu'un se comporte comme tel sans forcément avoir reçu les discours. Mais qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Est-ce le discours ou est-ce la pratique, la praxis? Les philosophes grecs avaient répondu, c'est la pratique qui est la plus importante. Et donc, cet deuxième élément-là, faire sienne la philosophie existentialiste, autrement dit que l'existence précède l'essence, ça signifie que la pratique est la plus importante. Ça ne doute pas le premier point, on peut évidemment se nourrir. Troisième élément, s'éveiller à éclairer. Saint-Exupéry le souligne de cette manière-là. Et à ce titre, prendre pour fondamentaux la science, et cela dans une recherche de la vérité à partager. Quatrièmement, en lien avec le précédent point bien sûr, c'est chercher le développement de l'homme, de l'humanité, et donc à s'engager vers autrui sans distinction. Ce point-là est évidemment fondamental. C'est l'homme avant l'individu. Enfin, c'est savoir que l'humanisme est une quête, mais nous n'y sommes jamais. En conséquence, c'est un perpétuel travail à l'amélioration de soi. En conclusion, la franc-maçonnerie peut être certainement un humanisme intégral si et seulement si les francs-maçons y prêtent attention. S'ils souhaitent que cela en soit un, et ce qui n'est pas une évidence, contrairement à ce que nous dit la question. Il semble donc que ce soit un but, que ce soit un objectif, faire en sorte que ce ne soit pas que dans des travaux, par exemple dans des temples, mais aussi dans la pratique, que la franc-maçonnerie existe. Et encore, pas à n'importe quel prix. Au prix d'une certaine défense de valeurs, qu'il s'agit non seulement de suivre, qu'il s'agit non seulement de défendre, mais qu'il s'agit également de promouvoir.